Demander à tous les panélistes pour l'instant de couper leur micro. Good morning, good afternoon. Bonjour, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Je sais que pour certaines personnes, il est même au milieu de la nuit. C'est merveilleux d'avoir autant de participants qui nous rejoignent pour ce webinaire organisé par le CII sur les prochaines orientations stratégiques sur le renforcement des services infirmiers et obstétricaux. Et nous sommes ravis d'organiser ce webinaire en collaboration avec nos collègues et nos amis de l'OMS et de notre responsable des soins infirmiers, Elisabeth Hiro, et vraiment la force motrice derrière le développement de cette nouvelle stratégie et ces orientations stratégiques, Kerry McCarthy également. Vous êtes toutes les deux les bienvenus. J'aimerais souhaiter la bienvenue également à toutes les associations nationales des infirmiers. Nous en avons de nombreux groupements Nursing Now qui vont participer ce matin et cet après-midi. Nous aurons également la même session cet après-midi et plus de 200 de ces groupements Nursing Now ont transitionné vers le CII et ont déjà été impliqués dans les travaux du CII l'année dernière. Et vous êtes vraiment les bienvenus. Nous vous souhaitons la bienvenue à toutes ces associations également nationales d'infirmiers. Je n'ai pas besoin de vous parler du contexte pour cette nouvelle stratégie. Ces temps si compliqués et sans précédent, nous l'avons dit, on peut le dire, que c'est peut-être le document le plus important d'orientation stratégique mondiale qui a jamais existé. Et donc, je suis ravie que tant de personnes ont aidé à formuler ce document. Il y a de l'interprétation pour ce webinaire. Si vous cliquez en bas de l'écran, il y a un bouton où vous pouvez choisir votre langue. Nous avons envoyé le document, le projet de consultation à tout le monde. Il est disponible dans un certain nombre de langues. Si vous n'avez pas reçu le document, n'hésitez pas à nous contacter après le webinaire. Ce matin et cet après-midi, les webinaires seront enregistrés et seront disponibles après. Nous allons donc enregistrer les actes des commentaires et les contributions des webinaires d'aujourd'hui. Et nous utiliserons ces actes pour une autre soumission à l'OMS. Le format pour ce webinaire est que Elisabeth et Kerry, de la part de l'OMS, vont nous présenter ces documents. Et ensuite, nous aurons un certain nombre de collègues qui vont intervenir depuis partout dans le monde, depuis des associations nationales d'infirmiers et des groupements Nursing Now. Nous essayons d'avoir beaucoup d'interventions pour chaque webinaire, mais pour ceux d'entre vous qui ne pourront pas intervenir oralement, n'hésitez pas à utiliser soit la fonction questions et réponses, soit le bouton chat. Si c'est une question, on préfère que vous le mettiez dans la fonction questions-réponses. Mais si vous avez une observation ou un petit lien que vous voulez partager vers un document que vous souhaitez qu'on prenne en compte, alors mettez-le dans la fonction chat, la fonction discussion, et nous allons enregistrer toutes ces remarques également. Et je crois que c'est tout pour moi, chers collègues. Donc, sans plus tarder, permettez-moi de passer la parole à la présidente du CII,
Annette Kennedy pour ses mots de bienvenue. Madame la Présidente, la parole est à vous. Merci, Howard. Bonjour. Je sais qu'il est la nuit pour certains. C'est formidable de voir autant de participants et merci de prendre le temps. C'est peut-être la discussion la plus importante à laquelle vous allez participer. C'est si important de contribuer à ces orientations stratégiques pour 2021-2025. Nous avons vu la dévastation de la COVID-19. Nous avons vu ce que les systèmes de santé, avec un manque de préparation, ont impacté les populations et nos collègues infirmiers. Et nous devons à nos collègues d'avoir une meilleure orientation stratégique et que nous rendons nos gouvernements comptables. Et je ne dis pas les services de santé, je dis les gouvernements. Nous avons vu qu'ils ont injecté des millions, des milliards de dollars maintenant qu'ils auraient dû faire auparavant. Nous avons vu qu'ils ont essayé de protéger l'économie. Mais si cela avait été fait auparavant, on aurait pu avoir une bonne économie et on aurait pu économiser beaucoup de vies. C'est à nous tous. On ne peut pas demander à l'OMS de le faire seul. Je remercie Carrie, Jim, Dr. Tedros et Carrie pour nous donner ce rapport sur la situation des soins infirmiers dans le monde. Et cela nous a donné une base pour nos orientations stratégiques. Et ce qui me frappe, c'est que depuis une année, j'ai vu très peu de preuves d'infirmiers d'expérience impliqués dans la stratégie pour combattre la COVID dans les task forces ou même dans les briefings des médias. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont été les personnes simplement qui mettent en œuvre. Et on ne peut pas laisser cela. Nous savons ce qu'il faut sur le terrain. Nous savons ce qu'il faut pour les objectifs du millénium. Et c'est au gouvernement de nous écouter. Et cela me préoccupe, la rétention des infirmiers, la pénurie des infirmiers. Il nous manquons de 6 millions d'infirmiers avec 4 millions qui vont partir à la retraite et peut-être 10% qui vont partir après la COVID. Cela aura un impact très négatif sur nos systèmes de santé. C'est à nous. On ne peut pas le laisser simplement à l'OMS. Il faut soutenir l'OMS. Donc maintenant, faisons un effort pour avoir une bonne orientation stratégique, pour s'assurer que nous ayons un bon système de suivi, pour vraiment rendre nos gouvernements comptables et que nous ayons un système de surveillance en place. Je ne vais pas laisser cela au gouvernement. Ça doit être toutes les associations nationales des infirmiers. Vous avez bien travaillé pour s'assurer que le gouvernement protège les infirmiers. Et comme association nationale, vous avez énormément travaillé et je vous remercie pour cela. Et je suis ravie de vous écouter aujourd'hui. Annette, merci beaucoup pour votre introduction et vous avez souligné des points tout à fait critiques. Les collègues panélistes, est-ce que je peux vous rappeler, si vous n'avez pas la parole, coupez, s'il vous plaît, votre micro. Nous avons entendu quelques personnes tout à l'heure. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Elisabeth et à Carrie de l'OMS pour qu'elles nous donnent une petite introduction de bienvenue. Et à vous deux, maintenant, je vous passe la parole pour nous parler de ces prochaines orientations stratégiques pour les services infirmiers et obstétricaux. Donc, Carrie et Elisabeth, la parole est à vous. Merci, Howard. Merci, Annette. Merci à l'équipe d'avoir organisé cette réunion aujourd'hui. Et je suis désolée, on a beaucoup de mal à entendre la personne. Premièrement, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps pour contribuer à cette réunion. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été
impliqués dans la réponse à cette pandémie de COVID et également dans la stratégie de vaccination. Nous voulons entendre vos commentaires et votre feedback sur ce nouveau document. Nous voulons aider les sages-femmes et les infirmiers dans les pays à contribuer à cette stratégie pour arriver à une couverture universelle de santé. À partir des recommandations de notre réunion triade de juin dernier, je suis désolée, c'est vraiment très difficile d'entendre la panéliste. Elizabeth, please. Elisabeth, on vous entend très, très mal. Elisabeth, on se demande si vous pouviez parler un peu plus fort, peut-être pour les interprètes, parce qu'on vous entend très mal. À partir de ces recommandations du mois de juin dernier, les associations d'infirmiers et de sages-femmes, les éducateurs et les régulateurs ont proposé un certain nombre de priorités. Nous sommes ravis de focaliser sur les 4 orientations stratégiques, c'est-à-dire le leadership, l'emploi, la formation initiale et la pratique. Et aujourd'hui, c'est une opportunité formidable d'entendre vos contributions. Alors, Carrie, est-ce que vous pouvez me passer la diapo suivante? Alors, pour vous donner un peu d'historique sur le travail de l'OMS, as you can see from this slide, nursing and midwifery has been a part of the history of WHO and a priority item on member states who have passed resolutions for nursing and midwifery since 1949. The most recent decision wasn't a resolution, was endorsed in 2020, the International Year of the Nurse and the Midwife. Slide 4, next slide, Kerry, thanks. Again, just a brief background outline of process to taking forward this draft strategic direction for nursing and midwifery consultation. As you may recall, last year at the 73rd World Health Assembly at the resume session, we saw a strong focus on nursing and midwifery at the opening session with key notes speech by Her Royal Highness Princess Muna, who's been a great champion of nursing, and the Tonga Nurses Choir. And this assembly also requested WHO to develop the next SDNM and to engage with all regions to update the global strategic directions for nursing and midwifery. And following consultations with member states, will submit this to the 74th World Health Assembly for its consideration. Of the SDNM, just to go over very briefly again for you, is to provide the member states with policy options that reflect the most effective nursing and midwifery workforce strengthening approaches to là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, c'était l'année internationale des infirmiers et des sages-femmes, et pendant cette année, nous avons pu faire ce projet de consultation. Pour développer des partenariats avec des associations nationales d'infirmiers, les pays. Je suis vraiment désolée, mais le son est très, très mauvais. Pendant la pandémie de COVID-19, les pays doivent faire face à des défis pour également faire face à d'autres défis, les défis de la migration, les défis du changement climatique. Et dans les pays en développement, tous ces défis doivent être relevés. Nous pensons terminer ce processus de consultation à la fin de ce mois et j'attends toujours du feedback de vous-même, de vos associations après cette réunion. Comme Howard l'a dit, le projet a été traduit dans toutes les langues officielles de l'OMS.
Une réunion est prévue avec les États membres le mois prochain pour leur validation. Donc, vos contributions et vos discussions aujourd'hui sont les bienvenues et ça va soutenir et renforcer le document. Les pays peuvent ensuite se les approprier, les orientations, et s'assurer que ce document reste vivant et continue à évoluer. Donc, Howard, merci beaucoup et je suis vraiment ravie d'écouter vos discussions aujourd'hui. Elisabeth, merci beaucoup. Carrie, je vais vous passer directement la parole. Nous avons eu des problèmes. Carrie, on va tester votre son pour être sûr qu'on vous entend bien. Bonjour. Oui, donc non, c'est parfait, Carrie. Super, allez-y. Donc, merci Howard, merci Annette de nous inviter, Elisabeth et moi. C'est vraiment très valable, très important pour nous d'entendre le feedback sur ce projet de document et de voir vraiment l'orientation pour les actions que nous pourrons prendre pour ce projet, pour s'assurer qu'il représente vraiment ce document, qui représente vraiment les priorités pour le renforcement des services infirmiers et obstétricaux pour 2021-2025. J'espère que vous avez pu voir le document, mais je vais juste passer en revue quelques grandes lignes. Donc, les 4 orientations stratégiques sont focalisées sur 4 domaines clés, les 4 clés qui sont sorties de nos réunions précédentes. Donc, la formation, le leadership et l'emploi, et nous avons rajouté la pratique. Donc, à l'intérieur de chaque orientation stratégique, il y a un objectif à 5 ans qui est une orientation stratégique pour ce domaine, quelque chose que tous les pays peuvent atteindre d'ici 5 ans avec des actions que nous avons proposées. Dans chaque orientation stratégique, il y a environ 2 ou 3 priorités politiques et il y a aussi un suivi, un cadre de suivi que vous avez tous soutenu. Nous voulons que les parties prenantes utilisent également les outils de l'OMS. Et je voulais aussi souligner, concernant ce document, c'est qu'à partir des États membres de l'OMS, notre mandat était clair pour une stratégie commune pour les soins infirmiers et les soins obstétricaux, qui ont été vraiment notre tradition. Mais les questions sont différentes pour les infirmiers et les sages-femmes, et on veut peut-être les distinguer et souligner les différentes réponses politiques pour les infirmiers et pour les sages-femmes. Alors, les cibles sont les décideurs, mais ça peut s'appliquer à toutes les parties prenantes. Sans ces parties prenantes, on ne peut pas progresser sur la politique. Donc, passons en revue les 4 domaines de ces orientations. Donc, première chose, c'est la formation et vraiment la formation initiale. Chaque chapitre est basé sur les preuves. Et basé sur ces preuves, on fixe un objectif, une orientation stratégique. Quelle est l'orientation pour atteindre tel ou tel objectif? Meilleure santé et bien-être, par exemple. Donc, pour la formation, on sait qu'il y a beaucoup de questions avec les niveaux de formation initiale pour les infirmiers et pour les sages-femmes, des multiples niveaux de qualité. Il y a beaucoup de problèmes dans de nombreux pays avec les compétences, avec les diplômés et même le nombre de diplômés qui est insuffisant et même la capacité de vraiment rapporter tous ces points. Donc, les objectifs tournent autour de la révision des niveaux de formation initiale pour les infirmiers et les sages-femmes pour garantir la qualité avec des cursus basés sur la qualité, des systèmes d'accréditation et d'autres mécanismes d'assurance qualité et de s'assurer qu'il y ait suffisamment de diplômés. Et je sais que je parle rapidement, mais je voulais être sûre qu'on ait le temps pour la discussion. Alors, en ce qui concerne les emplois, là, il est clair qu'il y a une pénurie d'infirmiers et de sages-femmes et un problème de distribution.
liés à la migration et la mobilité internationale. Il y a des problèmes de rétention également de ces professionnels, là où on en a le plus besoin, et des données sur les prévisions de main-d'œuvre. Donc, la question, c'est parfois avoir accès à des infirmiers et à des sages-femmes. Comment gérer la migration? Comment retenir ce personnel là où il y en a le plus besoin et de s'assurer que ce soit soutenu par un cadre de données sur le marché du travail. Donc, il y a 4 priorités politiques là. Alors, en ce qui concerne la pratique, ce qui est évident, c'est l'efficacité pour les résultats de santé, l'efficacité des infirmiers, des soins infirmiers et obstétriques pour le bien-être. Et donc, nous savons que l'efficacité des infirmiers et des sages-femmes peut être diminuée si on ne les laisse pas travailler jusqu'à l'intégralité de leur champ d'activité. Et c'est souvent des réglementations qui doivent être changées. Et donc, dans le domaine de la pratique, les priorités politiques tournent autour de la réglementation afin que ce soit le champ d'activité pour vraiment qu'ils puissent faire toutes leurs pratiques, que ce soit pour les infirmiers et les sages-femmes, pour les infirmiers de pratique avancée également, toutes les questions qui concernent les équivalences de diplômes et d'autres aspects, et surtout l'environnement du travail, pour s'assurer que les infirmiers et les sages-femmes peuvent travailler jusqu'à leur plein champ d'activité avec un environnement décent, des conditions de travail décentes, des équipements de protection individuelle, un salaire décent, pas de discrimination ou de harcèlement. Il faut aussi vraiment permettre cette pratique efficace des infirmiers. Et dernier thème, c'est le leadership. Nous savons qu'il y a des questions, il y a la représentation des infirmiers et des sages-femmes à des positions seniors. Il y a vraiment des lacunes. Le CII a fait une étude qui dit que 70% des pays avaient des responsables infirmiers de haut niveau et seulement 50% des pays avaient un programme de développement de leadership pour continuer à développer le potentiel de leadership des jeunes infirmiers. Et donc, nos priorités politiques ici sont doubles. Il s'agit de renforcer le développement des compétences de leadership avec des infirmiers et des sages-femmes d'expérience qui vont rejoindre le gouvernement, et également en ciblant la prochaine génération avec des programmes de mentorat, de développement de leadership, afin que la contribution des infirmiers et des sages-femmes puisse être ressentie dans tout le système de santé, même dans l'administration, la recherche également. Donc là, je vais vous parler un petit peu du cadre de reporting et de comptabilité. Et donc, là, lorsqu'on parle du cadre, il faut commencer en bas avec l'engagement des parties prenantes, les ministères, à l'intérieur des ministères, à l'intérieur des associations, des syndicats, les régulateurs, des institutions, des établissements d'enseignement ou de formation. Cet engagement avec les parties prenantes est nécessaire pour avoir des données et des preuves robustes qu'il faut pour tout dialogue de politique. Il faut ensuite prendre des décisions basées sur les preuves au niveau du pays. Et s'il y a des décisions sur des actions, là, on peut mettre ces actions en place. Mais c'est ça la logique derrière ce cadre de reporting et de suivi qui est basé sur 2 aspects. Alors, le reporting direct et le reporting indirect. Le reporting direct, nous voulons entendre votre parole tous les 2 ans à cette réunion de la triade. Et on va vous demander, on va vous poser des questions sur chacune de ces priorités politiques qui sont articulées dans le document final pour voir où est-ce que vous en êtes en termes d'engagement, de reporting, de dialogue sur les politiques et d'action et de prise de décision politique. Et donc ça, c'est quelque chose que vous allez
rapporter directement à nous et tout ce qui est reporting indirect peut être la même chose que ce qu'on appelle ces NHWA. Donc, tous les États membres l'ont adopté en 2016, ce cadre. Donc, les ministères connaissent bien ce système de reporting. Les pays ont rapporté ces données depuis 2 ans dans ces 2 rapports et on sait qu'il faut beaucoup d'engagement des parties prenantes pour avoir un reporting de données par les pays. Mais ces données sont publiques, c'est partagé avec l'OMS et c'est publié. Mais on a vu effectivement beaucoup de marge d'amélioration pour ces reportings. Donc, il y a encore du travail à faire, mais il y a déjà ces 2 mécanismes préexistants qu'on veut utiliser pour suivre le progrès. Et chaque priorité politique, il y en a 11, a ce genre de tableau avec les données, le dialogue et la prise de décision. Par exemple, vous voyez un exemple pour la formation, pour les emplois, pour la pratique et le leadership. Lorsqu'on parle de moderniser la législation et la réglementation, il y a des indicateurs NHWA qui étaient dans le rapport pour refléter ce progrès par pays. Et il y a aussi un exemple de dialogue qui pourrait avoir lieu. Si vous regardez comment est-ce qu'on peut continuer le développement professionnel, est-ce qu'il faudrait donner aux sages-femmes et aux infirmiers des informations plus récentes? Donc, les prises de décision pourraient être de demander une formation continue pour continuer à être accrédité si c'est pertinent dans le pays. Mais ça donne juste quelques exemples de ce type de dialogue et de ces types de décisions. Concernant le leadership, certains pays ont déjà des positions de responsables de soins infirmiers et s'ils ont déjà atteint cette politique ou cette priorité, mais d'autres pays vont peut-être être obligés d'identifier les compétences pour ces responsables des soins infirmiers et ensuite établir ces postes et s'assurer que ces personnes arrivent à avoir vraiment un impact plein de leur rôle. Donc, nous avons quelques questions que nous avons proposées. Je sais que vous avez peut-être vu ces questions, mais on demande votre feedback sur si l'orientation stratégique vraiment va nous aider les pays à atteindre les cibles. Est-ce que ces est-ce que ces priorités sont pertinentes pour atteindre ces objectifs? Est-ce que ça reflète les étapes déjà mises en place dans votre pays pour illustrer les priorités? Et est-ce que le cadre de suivi et de responsabilité a l'air pertinent et efficace à votre avis? Maintenant, je vais passer la parole à Howard. Et merci beaucoup à vous tous d'avoir pris le temps de partager vos avis avec nous et d'avoir lu le document. Merci beaucoup, ça compte énormément. Ça compte énormément. Elizabeth et Carrie, merci beaucoup à vous deux. Merci pour cette vision globale très détaillée en aussi peu de temps. Et merci aussi de nous avoir rappelé que ce n'est pas que le début, non, c'est la suite d'une étape. C'était déjà les 2 rapports qui ont déjà été rédigés, les discussions à la réunion de la triade. Donc, vous voyez bien que c'est une suite et vous allez voir dans le travail que Carrie et Elizabeth ont présenté là tout à l'heure, il y a beaucoup de questions que vous avez identifiées au passé. Maintenant, on va passer à vos contributions. Il y en a plusieurs là tout de suite, partout dans le monde. Donc, j'ai demandé aux participants de réfléchir surtout à la question de s'ils sont d'accord déjà avec les priorités. Est-ce qu'il y a d'autres priorités qui ont été oubliées? Mais aussi, est-ce que vous avez des pensées, des réflexions par rapport aux actions et les indicateurs? Donc, les priorités, les actions et les indicateurs, comme vous avez vu dans les questions de Carrie, c'est là notre point focal aujourd'hui. Donc, d'abord, on va passer à Geneva. Roberto, Geneva, on est ravis de vous voir. Donc, c'est le vice-président de la Fédération des infirmières nordiques
Et cette fédération va aussi accueillir Nursing Now pour leur région. Donc, Genève, c'est à vous la parole. Merci beaucoup, Howard. J'espère que vous m'entendez bien tous. Je suis ravie de vous voir, les collègues partout dans le monde. D'abord, je voulais vous remercier. Merci le CII et l'OMS d'avoir accueilli ce webinaire. Je m'appelle Seigneur Rebeo et je parle de la part de Nursing Nordic Now. Donc, on représente plus de 340 000 infirmiers des pays nordiques. On aimerait bien intervenir aujourd'hui sur le pôle leadership. On croit que c'est un pôle très important. Il faut renforcer encore la priorité politique sur la page 7, où c'est marqué qu'il faut établir et renforcer les positions de leadership pour le secteur infirmier et obstétrical. Donc, notre suggestion, c'est que cette priorité publique mette en exergue l'importance des positions seniors au niveau dans les deux secteurs. Il faut établir ces systèmes dans tous les pays. Donc, le défi présenté par la pandémie a encore souligné l'importance du rôle des infirmiers à travers le monde et surtout l'importance d'avoir des positions de haut niveau. Donc, la responsabilité pour renforcer les effectifs aussi, contribuer à prendre des décisions dans tous les États membres. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous et de la part de tous les pays nordiques. Nous avons déjà en place des positions de haut niveau. Et en 2019, nous avons établi un mapping, une cartographie à travers les 6 pays. Donc, il faut aussi souligner le fait que la position doit s'agir plus qu'un simple titre. Il faut être plus qu'un titre, il faut être dans les faits réels. Donc, le titre du rapport du Chief Officer, ça veut pas dire être le chef. Ça ne veut pas dire pour autant que nous avons l'autorité ni la responsabilité de pouvoir donner des indicateurs. Je pense que c'est très important de donner les directives pour les personnels en position de haut niveau et on pourrait utiliser ce document comme référence. Donc, il vous reste 2 secondes. Donc, une image vaut 100 mots et nous avons beaucoup de personnes en 2020 qui prouvent que les infirmiers font partie du cœur du système de santé. Par contre, cette image a aussi renforcé et clarifié le fait que c'est le moment d'investir dans les infirmiers. Donc, avec ces orientations stratégiques de l'OMS, ce qui est important là-dedans, c'est que tous les États membres établissent une politique pour les positions de haut niveau, par exemple les positions au niveau gouvernemental. Merci beaucoup. Howard, you're muted. Donc, Howard est en mode silencieux. Merci, Carrie. Oui, super. Merci, Genève. Très spécifique. Alors, on va tout écrire après si vous n'avez pas tout capté. Maintenant, on va passer à Taïwan, l'association des infirmières Chin-Min Chen, qui est la présidente de TWNA. À vous la parole. Merci beaucoup, Howard. D'abord, j'aimerais bien... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. D'abord, j'aimerais bien dire que nous, ici, dans cette association, nous soutenons à 100% l'orientation de votre politique. À Taïwan, c'est un pays indépendant. Nous avons notre propre infirmière en chef qui peuvent contribuer au développement de la politique nationale. Donc, nous collaborons avec le gouvernement. Nous avons 4 programmes en place pour augmenter la proportion d'infirmières dans les positions de haut niveau. D'abord, nous avons investi presque $100 000 pour développer l'Institut Nightingale des infirmières. Donc, depuis 2011, nous avons mis en place des systèmes pour former les infirmiers et aussi de soutenir la politique. La formation passe après à une étape où les infirmières sont obligées de présenter 2 priorités. Après, ils ont 6 mois
avant de finir leur formation. Donc, deuxièmement, nous avons un programme de leadership. Nous avons lancé un programme à Taïwan depuis 2015. Et nous avons 64 leaders infirmières dans ce programme, dont 49 de Taïwan et 15 dans les pays étrangers. Donc, ils ont contribué à la promotion de leur position de leadership et ils ont plus d'opportunités d'être considérés pour les positions de haut niveau s'ils sont bien choisis. Donc, comme on a dit tout à l'heure, nous avons attribué un budget pour sponsoriser les positions de leadership des infirmières, de faire partie des comités. Et jusqu'à présent, nous avons sponsorisé 22 infirmières en position de haut niveau. Et pour finir, pour les leaders de l'avenir, nous préparons le chemin des étudiants. Nous avons créé 2 autres opportunités de plus pour les nouvelles générations. Donc, c'est un forum pour les étudiants à l'échelle nationale et aussi un campus. Donc, ça veut dire que nous avons pu voir 115 jeunes étudiants. Donc, nous avons aussi 16 instituts qui font partie de ce challenge de Nightingale. Ils ont formé 344 infirmiers pour cibler les positions de haut niveau. Donc, toutes ces interventions, j'aimerais bien les partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette contribution et merci pour tout ce que vous faites à TWA au niveau de leadership. C'est très important que les associations comme vous, que vous jouiez un rôle très important dans le développement de leadership à travers le monde. Et pour soutenir cette orientation stratégique, on aimerait bien beaucoup plus de soutien et d'investissement là-dessus. Maintenant, on va passer à Catherine Odeke, qui est la coordinatrice de Nursing Now à Uganda. Catherine, c'est à vous la parole. Merci. Catherine Betcher-Decken, donc je vous parle d'Ouganda. Je suis très heureuse d'être ici. C'est super que nous avons cette réunion aujourd'hui. Le sujet de leadership, les questions clés, il y en a 2. D'abord, il faut donner la puissance, le pouvoir aux infirmières en ce qui concerne le leadership. Les actions recommandées, nous avons abordé ce sujet par la formation des équipes dans un développement continu, un programme de développement continu qui donne aux infirmières et les sages-femmes les compétences de leur secteur. Et ces professionnels sont formés dans un hôpital, un centre hospitalier qui est dédié à ces compétences. Pendant 6 mois jusqu'à 1 an, il y a une formation et par la suite, il y a un deuxième volet au programme de 1 ou 2 ans. Et pendant ce temps-là, on va essayer d'augmenter le nombre de centres de formation pour les infirmières et les sages-femmes. Et on aimerait bien aussi augmenter le nombre de personnels qui peuvent être diplômés de ces centres. Et aussi, ces individus peuvent être par la suite devenir les leaders des centres. Donc, cette stratégie sera mesurée par le nombre de personnels qui finissent par devenir des décisionnaires dans le secteur. Et après, il s'agit de la population qui va donner les soins par la suite. La dernière question, c'est le défi de la participation dans la prise de décision, surtout dans les équipes multidisciplinaires. Il n'y a pas suffisamment de leaders qui sont capables d'être à la table là où les décisions sont prises. Par contre, la plupart de ceux qui sont formés dans les équipes multidisciplinaires, ils sont les participants, mais pour l'instant, on aimerait bien qu'ils prennent des rôles plus importants. Donc, il faut mettre en place des formations spécialistes vraiment ciblées sur le leadership.
Donc, il faut renforcer la confiance et les stabilités émotionnelles pour savoir faire face au travail et aussi pour gérer l'information, pour pouvoir prendre des décisions qui sont fondées sur les faits, qui sont fondées sur les données factuelles, pour changer les attitudes et pour permettre les étudiants de trouver la bonne place. Comment est-ce qu'on va réaliser ce projet? Nous allons mettre en place des réunions de leadership pour faire face à ces questions. Merci. Catherine, merci. Merci, c'est très clair par rapport aux mesures. Oui, il y a un nombre de personnes, mais il faut aussi améliorer le niveau de soins pour les patients et aussi les services. On va passer maintenant à Anna-Marie Gonzalez, qui est coordinatrice pour un des groupes Nursing Now en Espagne. Anna Maria. Anna Maria, vous êtes en mode silencieux. Oui, oui, Anna Maria, on vous entend bien. Oui, bonjour. Je suis désolée, je peux pas mettre la vidéo. J'ai un petit problème sur l'ordinateur, donc vous ne pouvez pas tout à fait me voir. Mais bonjour depuis l'Espagne et tout particulièrement de Valladolid. Je veux saluer toutes les infirmières présentes à ce séminaire si bien organisé. Et je voulais aussi remercier cette initiative qui a été prise, qui me paraît très intéressante. C'est très important que nous ayons des espaces pour pouvoir débattre entre infirmières sur les nouvelles stratégies et orientations sur les services infirmiers et obstétricaux. Et je vais aussi remercier cette situation qui m'est donnée pour pouvoir visualiser l'action que nous faisons les infirmières dans le leadership et dans le développement et formation du personnel. C'est quelque chose que nous faisons très activement. Je voudrais vous exposer nos propositions, ce que nous pensons sur le leadership. C'est très important pour nous, mais il y a quelque chose qui doit être très clair, c'est que tout leadership doit être conduit vers des actions, orienté vers des actions réelles, factibles. Donc, nous l'avons déjà dit, il faut créer des espaces qui servent à toutes les infirmières de tout le monde pour qu'on puisse écouter leurs préoccupations et puis pouvoir partager l'information scientifique significative. Et puis, toute proposition doit être partagée également pour pouvoir avancer dans le développement, pour pouvoir prendre soin des personnes. Et ceci va améliorer notre pratique dans le soin de toute personne, en fait, de tout citoyen. Et donc, nous avons certaines propositions plutôt pour une nouvelle nécessité qui apparaît dans notre profession qui nous paraît très, très importante. Il faut employer toutes les ressources novatrices pour pouvoir améliorer l'excellence, intégrer l'innovation et le développement dans notre profession, dans le soin du patient, contribuer de façon significative dans la diffusion et dans l'information et la visibilisation des problèmes des populations rurales actuellement. Apporter de nouvelles voies de traitement de la santé et de sa prévention en donnant un traitement innovateur à chaque situation et pour pouvoir comprendre les problèmes d'un point de vue scientifique en nous appuyant dans une équipe multidisciplinaire. Et puis, il faut aussi faire des campagnes d'information et de sensibilisation pour toute la population pour pouvoir aider vraiment les patients et avoir des stratégies pour développer de nouvelles ressources pour faire un soin des patients qui correspondent vraiment à leurs besoins. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un temps très bref, mais merci de me l'avoir donné et bonjour à tous. Anna Maria, merci. Merci beaucoup. Vous avez parlé de leadership, mais vous avez dit quelque chose de très important en lien de l'innovation et le développement par rapport aux infirmières, cette transversalité entre la pratique et le leadership. Donc, ça, c'était très intéressant dans votre commentaire. Maintenant, on va passer en Turquie à Sevilla Selek, qui est la présidente de l'Association nationale d'infirmières. Sevilla. Merci, Howard. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette opportunité de parler du leadership. C'est très important pour que les infirmières soient organisées dans la prise de décision. Les infirmières jouent un rôle très important dans l'éducation, l'enseignement et dans plusieurs aspects différents de la santé.
Donc, c'est important que le leadership soit promovu au sein du secteur. Donc, il y a vrai besoin de leadership. Donc, il faut développer des rôles et aussi la formation pour que les infirmières soient prêtes à prendre ce genre de rôle. Comment atteindre cet objectif? Il faut transformer et enseigner et aussi aborder les problèmes et aussi de travailler en équipe. Dans ce contexte, les diplômés, ceux qui sortent des programmes de l'enseignement supérieur, ne sont pas forcément formés pour prendre des rôles de leadership, mais l'éducation, le programme d'éducation, l'enseignement n'inclut pas forcément de leadership. Donc, il faut encourager les étudiants de prendre des choix et de prendre des risques. Donc, il faut être dans une optique de travail et formation continue pour que les infirmières puissent adopter des rôles de leadership par la suite. Donc, il faut soutenir les écoles et aussi soutenir des programmes d'éducation supérieure. Et ce genre d'institut peut jouer un rôle très important pour garantir et encourager les infirmières de pratiquer l'art de leadership au sein de leur métier et aussi de prendre des rôles de haut niveau de responsabilité. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, Seville, et merci aussi d'avoir parlé de la formation continue aussi. Après diplôme, je pense que c'est une priorité que nous n'avons pas évoquée suffisamment jusqu'à présent. On parle de formation avant, mais pas après le diplôme. Donc, il y a plusieurs commentaires autour de l'idée de leadership. Nous avons commencé à parler un tout petit peu de la formation. On va passer la parole maintenant à Dick qui voudrait bien parler un petit peu plus là-dessus sur la formation. Dr. Dilip Kumar est le président du Conseil des infirmières en Inde. À vous. Merci à vous tous. Je voulais déjà féliciter le CI d'avoir sorti ce rapport vraiment excellent. Donc, les orientations stratégiques au niveau du suivi et de la responsabilité sont vraiment très pointues. Par contre, j'aimerais bien ajouter quelques commentaires là-dessus. D'abord, les orientations stratégiques et le système d'éducation et de formation, des fois, on perd de vue le contenu des programmes. Donc, je suggère qu'on se focalise sur le système d'éducation. Donc, voilà, il faut regarder toutes les catégories du système éducatif de chaque pays. Donc, par rapport au rapport, je ne vois pas forcément le rôle de chaque pays. Mais j'aimerais bien savoir combien d'efforts, combien d'investissements est fait dans chaque pays pour garantir la qualité de cette éducation, de cette pédagogie. Je pense qu'on parle aussi au niveau des universités, mais aussi des écoles. Et je pense qu'au niveau de suivi, il faut faire encore du travail pour être sûr que les objectifs soient bien focalisés, bien ciblés. Donc, au niveau des orientations stratégiques nationales, je pense que l'OMS devrait poser la question de comment est-ce que chaque pays peut préparer son propre rôle, comment chaque pays peut développer des orientations stratégiques domestiques. Et je pense qu'il y a beaucoup de réseaux qui peuvent réunir ensemble, mutualiser leurs efforts. Donc, il faut tenir en compte tous ces facteurs. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire par rapport à la quantité d'investissement au niveau de leadership, la formation et aussi au niveau de la pratique. Donc, je voulais parler de la formation avant l'emploi, mais donc il y a beaucoup d'autres travaux à faire pour créer un cadre de travail qui corresponde aux besoins des infirmiers. Quelles sont les conditions de travail nécessaires pour
garantir que les infirmiers puissent travailler dans le bon contexte. Donc, pour conclure, je pense qu'il faut vraiment regarder le rapport entre la capacité du pays, chaque pays, et l'orientation globale. Donc, il faut regarder le ratio entre la capacité et la réalité. Donc, il faut regarder la qualité du contexte de travail. Il y a beaucoup d'améliorations à faire. Merci à vous. Merci, Dilip. Merci beaucoup. Oui, c'est très important de parler des indicateurs au niveau de l'investissement et qu'est-ce que ça veut dire en termes de l'éducation, de la formation, la capacité de formation. Et si nous avons suffisamment d'inscriptions qui entrent en faculté par rapport au nombre de diplômés. Donc, ces ratios entre les effectifs et les étudiants. Donc, voilà, qui est sous stress à cause de la pandémie. Et nous travaillons en collaboration avec vous pour vraiment renforcer le côté leadership en Inde et nous sommes très contents de ce projet. Donc maintenant, je vais revenir en Espagne. On va parler avec José Luis Cobos, qui est le secrétaire général adjoint du Consejo General de Enfermería en Espagne. Donc, il va nous parler un peu par rapport à la situation d'emploi. José, c'est à vous. Merci beaucoup, Howard. Merci tout le monde. Oui, j'ai un petit peu de temps, donc je vais parler en espagnol. Merci beaucoup. Merci à Carly McCarthy et Anne-Elisabeth. Je pense que nous avons une grande opportunité de pouvoir partager nos expériences. Merci à Madame la Présidente et pour tout le travail que vous faites dans le Conseil international des infirmières en ce moment. En fait, parler d'emploi, c'est dans la réalité parler un peu de tout parce que tout a son influence dans les stratégies que nous devons réaliser. Nous avons donc le Conseil international des infirmières d'Espagne qui représente 350 000 infirmières et nous pensons que l'emploi est quelque chose de fondamental et que c'est quelque chose de transversal par rapport à toutes les autres politiques. Mais je voudrais mettre en valeur quelque chose qui me paraît compliqué, le concept d'infirmière, parce que tout le monde ne comprend pas bien qu'est-ce qu'une infirmière et que fait l'infirmier ou l'infirmière. Et nous avons des catégories professionnelles d'emploi qui peuvent avoir leur influence dans la politique des emplois. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une stratégie où les critères soient unifiés par rapport au profil de poste, en fait. Le CIE a sa propre définition. L'Europe aussi a une grande expérience parce qu'il y a une directive européenne qui marque une norme et nous pensons que ce standard doit être extensif à tout le monde. Nous avons beaucoup de données sur la quantité de personnes, mais c'est vrai que la politique ne doit pas consister uniquement dans les ratios, dans les chiffres. Et si nous voulons plus d'infirmières, pourquoi faire? Que doivent faire les infirmières? Quelle est la pratique professionnelle? Et ceci a une relation aussi avec la politique d'unification des critères au niveau de la pratique internationale. L'année internationale du personnel infirmier et des sages-femmes a fait que les infirmières sont plus visibles, malheureusement à cause de la pandémie, mais il faut qu'on comprenne un peu mieux pourquoi nous avons besoin de plus d'infirmières et pourquoi faire. En Espagne, nous avons une loi, nous avons appuyé une loi au Parlement espagnol pour établir un ratio minimum. Et je pense que c'est une politique qui peut avoir son influence pour que les pays puissent adopter des lois pour des normes de ratio. Et donc, pour pouvoir définir encore mieux le travail de l'infirmière et quelle sera la réglementation de ceci dans chaque pays. Et je pense que les indicateurs vont nous donner beaucoup d'informations sur notre capacité à pouvoir aider à ce que les lois soient adoptées. Il faut aussi traiter le thème des rémunérations.
et aussi la formation pour travailler avec des objets, du matériel qui peut avoir un risque de sécurité. C'est très important aussi d'avoir de la formation et la recherche. Du point de vue académique, la profession aussi doit pouvoir avoir accès à plus de thèses et de doctorats. Ça va directement en relation avec la vocation. C'est pour ça que c'est très important d'être en connexion avec tous ceux qui font partie de cette profession, c'est-à-dire les syndicats, les académiciens, etc. En Espagne, nous avons eu une bonne expérience parce que toutes ces parties ont pu se réunir pour parler d'une même voix face aux hommes politiques. C'est très important que dans cette politique, il y ait une rétention des personnels et pour faire revenir les personnels. Et actuellement, avec cette pandémie, tous les pays doivent être conscients qu'il est vraiment nécessaire de faire quelque chose afin que les infirmières n'abandonnent pas leur poste et que ceux qui ne sont pas en activité puissent revenir. Nous avons aussi une idée sur l'Observatoire des infirmiers, un grand observatoire qui puisse donner les données sur la santé et les lignes directrices de cette profession. Nous pouvons avancer ensemble et nous devons y croire. Merci, José Luis. Merci. Oui, l'importance du côté transversal des questions abordées qui touchent les 4 priorités, vous avez raison de l'indiquer, et aussi la définition d'infirmier, c'est très important. Merci d'avoir renforcé cette définition parce qu'on passe beaucoup de temps à parler des infirmiers et c'est vrai que c'est important de garder en tête qu'est-ce que c'est la définition du rôle. Et surtout qu'il y a des rôles, il y a la question de la substitution. C'est simple, mais important, mais la législation aussi peut mener à l'action. Donc, c'est une action en elle-même. Merci beaucoup, José Luis. Maintenant, on va passer en Chine à l'Association nationale d'infirmières chinoises, Dr. Hoping Liu, qui est le directeur adjoint de Chinese Nursing Association. Dr. Liu, c'est à vous la parole. Bonjour tout le monde. Donc, de la part de la présidente de l'Association nationale d'infirmières en Chine, je suis ravie de cette opportunité, ce webinaire, pour pouvoir parler de l'orientation stratégique pour le personnel infirmier et obstétricaux. Donc, j'aimerais bien faire des commentaires par rapport à l'emploi. D'abord, le nombre de l'effectif en Chine augmente rapidement et grâce aux recommandations. Donc, nous avons augmenté de 3,3 millions en 2015 jusqu'à 4,5 millions en 2019. Donc, cette augmentation s'agit de 37%, donc 37% les dernières 5 ans. Donc, beaucoup d'infirmiers sont sortis. Il y en a 70% de ces infirmiers qui sont diplômés. Donc, voilà, c'est un secteur qui est en train d'augmenter et développer. Donc, le nombre de diplômés est au-dessus de 93% maintenant. Et donc, la moyenne reste à 3% de réussite donc, pour l'emploi. Donc, il y a beaucoup de potentiel professionnel. Il y a de plus en plus de candidats pour les écoles infirmières. Mais même si le marché du travail des infirmières augmente, il n'y a toujours pas suffisamment de place pour répondre aux besoins du pays. Le nombre d'infirmiers est uniquement, donc en 2019, il n'y avait que 3 infirmières pour une population de 1000 personnes. Donc, on est très focalisé sur ce défi de promouvoir la santé publique. Donc, nous avons publié en 2020 une lettre pour la Journée internationale des infirmières. C'était adressé aux infirmiers chinois. Et nous avons vraiment souligné l'implication des infirmiers en Chine sur tous ceux qui sont impliqués dans la maladie infectieuse et aussi les premiers soins dans les hôpitaux. Et
en Chine, nous sommes face aux mêmes problématiques globales que dans tout le reste du monde. Donc c'est vraiment clé. Nous avons un rôle très important à jouer face à ces problèmes. Et je pense que ces orientations stratégiques pourraient nous aider à cibler les effectifs et aussi d'augmenter le CSU en Chine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Lee. C'est vraiment super de vous voir. C'est super que vous avez souligné l'importance de votre rôle, mais aussi vous avez parlé des chiffres et aussi vous avez interprété ces chiffres. Vous avez parlé de l'offre et la demande. Donc voilà, il y a un vrai écart entre les deux en Chine. Donc c'est très important de le souligner et ça revient à ce que nous avons dit par rapport à output, le nombre des infirmiers qui sont des facs. Maintenant, on va passer à la question de la pratique. First, I'm going to go to Mrs. Siramira Lila. Alors, maintenant, on va entendre Madame Ramira Lila Wong, directrice de la division des soins infirmiers du ministère de la Santé de Thaïlande et également coordinatrice pour Nursing Now en Thaïlande. Et elle sera rejointe par un deuxième collègue du ministère de la Santé thaïlandais. Donc, Sirima, la parole est à vous. Je vous vois. Si vous voulez prendre l'intervention pour Nursing Now Thailand, allez-y. Je vous vois. Apparemment, nous avons un problème technique, Sassamon, avec votre son. Essayez encore, Sassamon? Non, on ne vous entend pas. On va essayer de revenir vers vous, mais permettez-moi pour l'instant de passer à Ishmalia Mbaye, qui est présidente de l'association ANID au Sénégal. Ismalia, la parole est à vous. Voilà. Merci bien, Howard. Merci beaucoup. Je salue Madame Annette Kennedy et remercier le CI qui nous a permis donc de participer à cette activité. Il faudrait dire que l'ANIDES, en tout cas, est là, depuis lors, collabore avec le CI pour renforcer davantage la promotion de la profession infirmière. Et nous pensons que les orientations stratégiques sont vraiment pertinentes et ces orientations contribuent énormément au développement des soins infirmiers obstétricaux. Cependant, il faut noter que l'ANIDES est confrontée à beaucoup de difficultés. Ces difficultés sont en rapport avec la mobilisation des infirmiers, bien sûr, avec des activités tendant à orienter davantage donc, nos activités. Toutefois, nous continuons véritablement à jouer notre rôle convenablement au niveau des communautés pour renforcer la santé. Et dans le cadre de la promotion de la profession, beaucoup d'initiatives sont prises en appui avec le ministère de la Santé, comme des prises de position, le fait de faire part de notre avis sur la formation, la mobilisation des infirmiers et le renforcement des connaissances. Et nous collaborons beaucoup aussi dans le cadre de la lutte contre la pandémie parce que nous avons pu mobiliser pas mal d'infirmiers à mettre à la disposition du ministère pour qu'on les intègre dans les équipes de soins et au niveau des centres de traitement. Il est de même sur la formation. Là aussi, nous avons fait part de notre avis. Mais en l'absence d'une réelle implication aussi aux prises de décision, parce que les infirmiers ne sont pas impliqués véritablement au niveau national, au niveau central, avec des difficultés aussi d'accès aux réunions sur la formation des infirmiers, à l'emploi des infirmiers, le plan de carrière, entre autres. Et nous pensons que les limites reposent forcément
entre autres, sur l'absence d'un ordre infirmier. Cet ordre infirmier qui devrait susciter l'implication des infirmiers effectivement dans les différents cadres de concertation. Et ceci permettrait de renforcer l'action des infirmiers dans le cadre de la formation, l'offre d'emploi, la promotion de la pratique. Oui? Je continue? Oui, oui, vous pouvez continuer. Donc, la promotion de la pratique et le leadership surtout. Parce que si nous n'avons pas une réelle implication en rapport avec l'ordre des infirmiers, ça limite davantage, en tout cas, notre contribution à l'action. Donc, cette orientation stratégique, surtout pour qu'on puisse se l'approprier, il faudrait qu'on essaye, en tout cas, avoir l'appui du CI au niveau des États pour la mise en place de l'ordre des infirmiers, pouvant faire valoir davantage la consultation des infirmiers en matière de santé, mais surtout l'appropriation aussi des orientations stratégiques. Voilà quelques mots que je voulais m'adresser et je vous remercie en tout cas de cette opportunité à l'endroit de l'ensemble des infirmiers, des collègues qui participent à ce webinaire. Merci beaucoup. Ismaila, thank you so much. And an absolutely fundamental point in relation to whether nurses are being engaged. Merci beaucoup. Votre point fondamental est vraiment intéressant sur est-ce que les infirmiers sont engagés dans les prises de décision au niveau national et comment est-ce qu'on pourrait le mesurer? C'est ça la question. Mais c'est un point clé, Ismail. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer à l'Indonésie, à Dr. Arif Fadila, président de l'Association nationale d'infirmiers en Indonésie. Dr. Fadila, la parole est à vous. Merci. Madame Annette Kennedy, merci au CII d'avoir organisé ce webinaire et de me permettre de participer. Alors, pour le point de vue... Allô, est-ce que vous m'entendez? Demande l'intervenant. Toutes ces orientations stratégiques pour 2021-2025. Alors, premièrement, pour nous présenter, je suis le président de l'Association nationale des infirmiers indonésienne. Alors, il y a vraiment des efforts des infirmiers dans le monde à cause du COVID-19. Nous sommes à 228 infirmiers morts dans notre pays à cause de la pandémie. Alors, donnons notre feedback pour la pratique. En ce qui concerne, on ne parle pas de normes dans ce document. Dans le contexte des ODD, dans certains pays, la sage-femme fait partie des infirmiers et le contraire n'est pas vrai. Et deuxièmement, des études ont souligné les aspects d'égalité des sexes également. Désolé, le son est très mauvais. Merci à vous tous de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arif. Merci pour votre appel des collègues que nous avons perdus à cause de la pandémie, à ceux que vous avez perdus en Indonésie. Et vous savez que le CII en parle dans le monde entier. C'est pour ça que ces stratégies sont si importantes pour aider à protéger les infirmiers et de les soutenir dans leur développement également.
Maintenant, je vais parler à l'Association des infirmiers de Thaïlande, Nantapan Chinlumpraseret, qui prend la parole pour le président, qui n'a pas pu être avec nous, donc qui représente le président. Nantapan, la parole est à vous. Need to unmute Nanthapam, please. Nantapan, vous êtes encore, votre micro est coupé. Ah, merci beaucoup. Là, vous m'entendez? OK. Yes, we can. Oui. Donc, l'Association des infirmiers de Thaïlande voudrait soutenir toutes ces directives stratégiques, y compris celles sur la pratique et les emplois. Mais on voudrait focaliser sur augmenter la compétence des travailleurs de santé pour gérer également la mobilité internationale et la migration. Nous soutenons la politique pour promouvoir les professions d'infirmiers et de sages-femmes et d'autres initiatives. Nous pensons que la politique pour soutenir la modernisation de la profession facilitera les changements dans notre profession et aidera à satisfaire aux besoins des personnes dans la nouvelle ère après la crise. Nous sommes conscients que nous sommes impactés économiquement par la pandémie et notre système est submergé. Nous nous inquiétons sur la formation des infirmiers et les sages-femmes pour soutenir notre système. Dans les communautés, en ville et à la campagne, nous avons appris à utiliser la technologie digitale, mais elle n'est pas suffisamment employée sur le terrain. Les personnes ont peur maintenant de devenir infirmiers. Il faut que les systèmes de santé soient changés. Il faut penser en dehors des clous. Il faut imaginer un nouveau système de santé. Nous avons le souci, comment attirer l'attention du ministère thaïlandais de santé pour s'engager et vraiment faire face à ces questions de façon systématique. Notre association voudrait proposer une solution pour votre considération pour mieux regarder notre personnel infirmier et maintenir le bien-être de ce personnel infirmier dont la contribution est clé au système de santé. Afin de donner davantage la possibilité pour les infirmiers et les sages-femmes de travailler jusqu'à 75 ans. Et si vous pouvez réfléchir à cette requête, merci de votre attention. Nantapan, merci pour attirer notre attention aux réglementations. On en est conscient, mais pour votre requête spécifique, votre suggestion autour des infirmiers un peu plus âgés, le CII vient de sortir un rapport sur les infirmiers plus âgés. Donc, il faudrait prendre votre requête en cours avec ce rapport. Sassamon. Maintenant, on va essayer de revenir vers vous pour voir si ça marche un peu mieux. Est-ce que vous avez une bonne connexion? Est-ce que vous avez le micro ouvert? Sasma, allez-y, on vous écoute. Non, je suis désolée, Sasma, il n'y a pas de son. On ne vous entend pas. Par contre, je vous promets, on va revenir vers vous tout à l'heure. On va tout faire. En tout cas, on va prendre votre contribution par écrit. Alors, ce que je propose maintenant, c'est qu'il nous reste deux personnes de plus avec leur contribution. Chaque personne appartient
sont des membres du conseil d'administration du CII, donc Dr. Karen Bureau, qui représente la région d'Europe, et aussi Dr. Lian Wahung de la région Pacifique occidentale. Donc, ils vont tous les deux nous parler de leur région. Donc, tout d'abord, avec Karen, je vous passe la parole. Merci, Howard. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Alors, bonjour tout le monde et merci à l'OMS et pour ce webinaire. Et comme Howard a dit, je m'appelle Karen Burrow et je suis membre du conseil d'administration pour la région d'Europe. Donc, j'aimerais bien féliciter le groupe qui a mis en place ce document. Ce document, il est vrai concis et très pertinent. Par contre, j'ai quelques commentaires à faire. Donc, c'est important que les orientations stratégiques s'alignent à travers toutes les régions, à tout niveau, pour garantir une synergie par rapport à l'approche nationale. On sait très bien que c'est bien précisé dans le document. On sait aussi que les orientations stratégiques sont ancrées dans les données factuelles grâce aux deux rapports. Les régions OMS sont tous engagées dans le développement des feuilles de route et nous avons analysé les données au niveau régional. C'est très important pour comprendre ce qui se passe dans chaque région et identifier les divergences entre chaque région pour tailler sur mesure chaque feuille de route. On voit très bien que la transparence est importante à ce niveau-là. En ce qui concerne le leadership, c'est une priorité clé. Le secteur personnel infirmier et obstétrical regarde l'OMS pour les directions. Donc, il faut établir une feuille de route pour accéder à des positions de haut niveau dans les deux secteurs. Donc, de GCNO. Voilà, ça veut dire qu'il y a une approche globale. Donc, il faut préciser que c'est une mesure de facilitation pour le leadership. Et aussi, c'est un indice très fort, un message très fort pour montrer que nous pouvons mettre en place des positions de haut niveau à l'échelle nationale. Nous sommes d'accord que les ministères de santé doivent être responsables de garantir les résultats au niveau national. Nous soutenons aussi le rôle de l'OMS Global Forum et les officiers de haut niveau. À la réunion triade tous les 2 ans, comme précisé dans votre projet. Et nous suggérons que les régions OMS établissent un forum à l'échelle régionale en parallèle sur les autres années afin de communiquer avec les parties prenantes. On aimerait bien que ce soit inclus dans le document. Nous avons de bonnes expériences jusqu'à présent. Et je pense que le fait de l'intégrer dans le document nous aiderait à renforcer encore plus et légitimiser cette approche régionale aussi. Donc le projet, vous parlez des indicateurs pour le suivi de leadership. Merci de clarifier qu'est-ce que ça veut dire NN4 et NN5, NN1 et 5, parce que ces indicateurs ne sont pas précisés dans le projet ni dans le rapport. Et je parle de page 1 et 11. Donc, nous anticipons recevoir la version finale et de pouvoir avancer avec ces priorités. C'est un projet passionnant. Merci. Merci beaucoup, Karen, et merci surtout d'avoir renforcé l'importance de s'aligner au niveau régional. Oui, c'est vraiment un retour très pratique de votre part. Et Karen, je pense qu'il faut reconnaître que vous, Karen, et aussi vos collègues à l'échelle européenne, dans la fédération de personnel infirmier obstétrique au sein de l'Europe, et vous avez joué un rôle vraiment clé pour gérer ce profil de l'infirmier au niveau OMS régional. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre grâce à vous au niveau régional. Nous avons déjà mis en place à l'échelle de l'Europe. Donc, merci. Donc, notre dernière contribution aujourd'hui vient de Lian Huan, aussi membre du conseil d'administration de la région Pacifique occidentale. On vous passe la parole, Lian. Merci. J'aimerais parler de la question de la formation avant l'emploi. Donc, d'abord, le programme après le diplôme. Donc, il faut assister, aider les
les diplômés de s'adapter au contexte professionnel, dont les centres hospitaliers qui font des formations en même temps. Donc, ils vont mettre en place des programmes. Donc, nous avons déjà mis en place un programme depuis 2017. Et donc, le nombre d'inscrits ont augmenté depuis le début du programme. Et après cette première phase, nous essayons de faire familiariser les infirmières avec le contexte professionnel. Donc, ce processus d'apprentissage en insertion professionnelle aide à donner l'expérience aux infirmières et aussi ça arrive à combler la sensation de frustration une fois en place dans le poste. À Taïwan, pour les infirmières qui aimeraient bien continuer et développer leur formation, ils sont obligés d'obtenir 120 points de crédit pour être accrédités pendant la durée de 6 ans. Donc, ce système est renforcé par l'apprentissage en ligne et des programmes en présentiel. Donc, il y a d'autres systèmes d'accréditation avec d'autres institutions depuis 2018. Après, donc le système d'accréditation dans les hôpitaux de Taïwan depuis 1992. Donc, le système se prouve, c'est avéré un outil efficace et la majorité des hôpitaux ont bien accueilli ce programme. Donc, c'est un de nos outils principaux pour le développement continuel, un programme de formation continue. Donc, les autorités au niveau de l'éducation à Taïwan aimeraient bien accélérer ce genre de projet. Ils ont fait des étapes en 2016 et ce programme continue. La durée dure 2 ans et demi. Donc, nous avons une pénurie dans les zones rurales. Donc, nous avons mis en place à Taïwan un programme d'infirmiers élites pour cette zone isolée. Ce programme a été mis en place en 2014 pour améliorer ou plutôt faire face à cette pénurie d'infirmiers. Donc, le gouvernement a continué ce projet et va continuer à investir dans d'autres projets, surtout 60 étudiants en particulier, pour fournir les besoins des zones isolées. Merci beaucoup. Liane, merci beaucoup. Et la manière dans laquelle vous avez fait le lien entre la formation et la réglementation et le développement de carrière, c'est vraiment une approche transversale qui est très importante pour nous, pour garantir qu'on ne perde pas de vue le lien entre les différentes priorités dans le document, dans le projet. Donc, merci beaucoup à vous tous pour votre contribution. Mais je ne sais pas vous, mais moi, je suis vraiment épuisée, non seulement par ce tour virtuel du monde, mais chaque intervention est très intense, très chargée de valeur. Donc, non, je ne vais pas tenter de résumer tout ce qu'on vient d'entendre, ce n'est pas possible. Par contre, je vais passer la parole à Carol. Est-ce que vous avez des réactions immédiates par rapport aux interventions tout à l'heure? Et n'oubliez pas qu'on va inclure tous ces points dans le document à l'écrit à la fin. Donc, Carrie. Merci, Howard. Merci à vous tous. Voilà, c'est vrai, c'est un tour virtuel du monde. C'était vraiment... j'ai beaucoup appris. Et comme Howard a dit, moi, je ne suis pas capable de tout résumer. Par contre, ce que je pense être important à retenir aujourd'hui, c'est la question de si les questions que vous avez évoquées et les actions nécessaires à votre avis sont inclus ou abordés suffisamment dans notre projet. Est-ce que les mesures de facilitation sont déjà là pour fournir les besoins des points que vous avez abordés? Donc, ce document final doit montrer que la politique prioritaire vous donne de la capacité de mettre en place les mesures dans vos pays respectifs. Donc, est-ce que c'est faisable, à votre avis, de passer à l'action à l'échelle nationale? Parce que le progrès dans chaque pays sera différent, mais il y aura des points de départ, le point final différent chaque fois. Mais l'important, c'est
être suffisamment étendu, large dans notre approche pour que vous puissiez utiliser ces outils et les déployer à l'échelle nationale et pour vraiment faire bouger les choses dans vos pays respectifs. Donc, on va regarder toutes les priorités et merci beaucoup à votre retour aujourd'hui, votre contribution. Donc voilà, il faut quand même revenir à ce cadre de suivi et de responsabilité. Il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Il faut être beaucoup plus clair là-dessus. Je suis d'accord. Par rapport à définir qu'est-ce que c'est l'investissement, qu'est-ce que c'est le leadership, quels sont les indicateurs là-dessus. Donc oui, on va essayer de clarifier encore plus le rôle là-dedans. Et votre rôle au niveau de reporting et la responsabilité au niveau gouvernemental. Donc, on va revenir là-dessus, on va renforcer notre explication. Donc, merci beaucoup à vous, Howard. Carrie, merci beaucoup. Donc, j'ai encore une pensée là, quand je vous ai écouté tout à l'heure. C'est la chose suivante, c'est que nous sommes en train de développer une stratégie entre 2021 jusqu'à 2025. Donc, peut-être la manière dans laquelle on analyse le progrès que nous réalisons, si on prend un petit point intermédiaire en 2023, et je suis désolée, Carrie, mais on a dit au départ qu'on voulait une réunion chaque année, mais peut-être que c'est vrai que c'est important de penser à un mi-point, une stratégie en 2023 où on peut faire le point sur les étapes, le progrès fait, faire le point sur les indicateurs que nous avons évoqués tout à l'heure. Et comme ça, on peut, au bout de 2 ans, faire le point sur notre progrès, notre point de départ pour la suite. Voilà, c'est ce que j'ai. C'était une réflexion par rapport à tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Par contre, j'aimerais bien conclure aujourd'hui et je voulais passer la parole à Elizabeth et à Annette. Elizabeth, d'abord, je vous passe la parole pour conclure aujourd'hui. Merci, Howard. Merci à vous tous pour vos contributions. Oui, c'est vraiment très puissant, très riche, tout ce que vous avez dit aujourd'hui, ce qui va contribuer à notre projet. Et je pense qu'on va vraiment renforcer, avancer grâce à vous. Donc, je voulais souligner le fait qu'on veut que ce soit un document vivant, réel, que ça fait je voudrais bien qu'il y ait une vraie différence faite grâce à vos actions, vos contributions. Et aussi que ça crée des opportunités pour chacun et aussi à la réunion triade tous les 2 ans pour faire avancer le débat aussi. Donc, c'est vraiment un très bon point de départ aujourd'hui, vos contributions. Je pense que votre collaboration, donc chaque pays, et aussi tous les parties prenantes que vous partagez entre vous, c'est très important, votre contribution pour rendre réelles ces actions. Il ne faut pas simplement parler de leadership, l'emploi, la formation, finance. Il faut vraiment traduire cela à des actions au niveau gouvernemental. Et je pense que ça va être un moment très critique. Ce sont des mesures très importantes dans les années à venir. Donc, les options que vous choisissez, les pistes que vous développez sont très importantes pour l'avenir. Donc, merci beaucoup pour cette réunion très intense. Nous sommes vraiment fiers de vous. Merci à vous tous. Merci, Elizabeth. Je pense que voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme. Vraiment, tout le monde soutient votre avis là-dessus, que ce soit un document vivant, que ça vibre dans le réel. Donc, Madame la Présidente, je vous passe la parole pour conclure aujourd'hui. Merci, Howard. Merci tout le monde. Merci Elisabeth, Karen et l'OMS et surtout pour tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent et Dr. Tedros qui nous a facilité énormément dans ce travail aujourd'hui. Donc, merci pour tout le soutien dans les rapports et notre travail par la suite. J'aimerais bien vous remercier à vous tous. Tout le monde qui a contribué aujourd'hui, vous êtes très clair sur vos priorités. Je vois aussi dans le chat et pour le temps de parole, il y a des points, des commentaires très pertinents, donc on va répondre là-dessus par écrit. Par contre, j'ai quelques commentaires à faire très rapidement. D'abord, au sujet du leadership. Oui, c'est un point clé. Par contre, ce n'est pas une question uniquement de leadership, c'est à tout niveau. C'est du leadership, que ce soit au niveau de la politique, gouvernementale. C'est les leaders du secteur, de quoi ils sont capables de faire. Quel est le contenu de leur politique?
Donc, être dans cette position ne sert à rien s'ils ne sont pas dans un rôle central pour la prise de décision. Donc, il faut s'aligner la capacité à la demande. Donc, je ne suis pas convaincue aujourd'hui que les gouvernements ont vraiment compris la catastrophe qui nous attend si on ne continue pas dans une bonne voie. Donc, après le COVID, il y aura la vaccination, il y aura la phase d'après, mais nous aurons quand même toujours une pénurie d'infirmiers. Et je ne suis pas convaincue que les gouvernements soient vraiment conscients de ce défi qui nous attend. Donc, on a besoin de plus de suivi. Nous avons tous besoin de demander à nos gouvernements respectifs de prendre leur part, d'être responsables dans cette équation. Donc, je pense que c'est quelque chose de vraiment très important dans cette stratégie globale. Donc, 2 ans ne suffit pas. Je suis d'accord que la dernière fois à notre réunion, il fallait regarder, faire le point plus souvent. Donc, notre point focal, c'est aussi les étudiants. Ils sont tous dans une situation très difficile en ce moment et je pense que la notion de la surveillance, le suivi, les programmes de mentoring, c'est très important. Le soutien est très important. Ils ont vraiment vécu une période difficile en ce moment, surtout les étudiants. Et pour conclure, je voulais vous remercier et à vous tous. Les dernières années, vous avez collaboré d'une manière excellente. Au niveau de la communication, nous avons travaillé énormément ensemble et d'une manière très efficace. Vous avez fourni un soutien essentiel. Sans vous, ce n'aurait été très, très difficile. Nous avons perdu de l'argent, c'est clair, mais sans votre soutien, les associations, c'était pas possible, on va dire. Donc, il faut continuer à travailler ensemble pour faciliter, pour rendre possible cette stratégie, pour la mettre en place, pour que les gouvernements nous entendent. Parce que s'ils ne nous entendent pas seuls, ce n'est pas que les gouvernements qui vont faire face à des difficultés, mais aussi l'économie mondiale. Il y a un risque à tout niveau, donc il faut que tout le monde soit au courant de ce défi et c'est à nous de souligner l'importance et la présence de ce risque. Donc, merci à vous tous pour cette discussion. Merci pour cette conclusion excellente des points clés de cette réunion. Merci aussi à Elisabeth, à Carrie et à vous tous ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, vous étiez vraiment dans les temps. Je sais que c'est difficile, c'est très serré, mais il y a énormément de valeur dans vos contributions, donc merci. Avant de terminer aujourd'hui, j'ai une info à vous donner. Vous savez peut-être aussi que nous avons le web. Il y avait un webinaire avec Helen Clark l'année dernière. Donc, c'était son retour à la pandémie. Donc, dans son rapport, elle a cité ce webinaire, et aussi dans sa conférence orale à l'OMS la semaine dernière. Et elle était vraiment frappée par les commentaires des infirmiers. Donc, l'équipe a demandé au CII de participer à plus de groupes de travail parce qu'elle doit présenter les conclusions au mois de mai. Donc, elle aimerait bien organiser des groupes avec les infirmiers à tout niveau du système hospitalier. Donc, et aussi dans les zones à revenus bas ou intermédiaires. Donc, on va vous écrire là-dessus au début de la semaine prochaine. Donc, si vous avez des infirmiers qui aimeraient bien participer, ce n'est pas un webinaire, donc c'est des groupes de travail à tout niveau de soins du système de santé. Nous cherchons des participants. Et quand on a fait ce genre de réunion avec Hélène avant, ça a vraiment renforcé le rapport, ça a vraiment créé un impact. Donc vraiment, si vous pouvez proposer des noms des participants potentiels, on serait très reconnaissant. Donc, on dépasse uniquement de 5 minutes. Donc, c'est un miracle pour ce genre de webinaire. Donc, félicitations à tout le monde. Donc, merci. Félicitations. Et puis, voilà, profitez de la journée. Bon week-end. À très bientôt. Merci. Au revoir.